saladier carrément. Non, mais... Je suis moi-même une drag queen. Hein. 80% de moi est fait de plastique. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugo Bardin. Hugo Bardin, c'est un homme qui, la nuit, le jour, peu importe quand, se transforme en drag queen. En Paloma. Paloma... c'est un mélange d'humour, de glamour, de messages un peu percutants. Sur scène comme à l'écran, elle transcende les genres, elle jongle avec les références, elle apporte un twist unique à chaque performance. Son talent, c'est quoi? C'est de mettre en lumière des personnages aussi flamboyants qu'émouvants, tout en brisant les codes avec élégance. Véritable caméléon de la culture pop, Paloma captive, Paloma inspire, Paloma réinvente les règles du drag en un regard. Hugo, Paloma, Hugo, bonjour. Mais bonjour Pénélope. Bah Hugo, ça me va. Hugo, ouais. Comment tu vas? Bah très bien. Je suis au repos de Paloma parce que je suis en tournée en ce moment, mais j'ai des petits trous. Donc j'ai créé un bouquin, donc j'ai un peu de barbe, je suis un peu viril. Et alors t'es en tournée depuis 1 an et demi, bientôt, ouais, avec mon spectacle Paloma au pluriel. Combien de soirs C'est bah là ça décélère un peu parce que j'ai fait plus d'1 an, donc là on est sur la fin, mais j'ai fait une 60aine de dates, quasi 70. Je devais en avoir partout. Il y a des villes où je suis passé 3 fois, mais des très grosses salles à chaque fois, donc c'est assez dingue. La Suisse, la Belgique, je devais faire 10 dates. Je me souviens au début, on avait testé ça, on s'était dit bon, on va faire 10 dates, et puis en fait... carton plein, donc... Ouais, donc on a continué. Et à Paris? À Paris, je l'ai joué une dizaine de fois, et là je reviens au Trianon le 21 décembre. Après les Folies Bergères, on finit au Trianon. Et où est-ce que tu sens que ça marche le mieux? Dans quelle ville? Moi, j'adore le Nord. Je trouve que, mais d'une manière générale, je trouve que le public du Nord, il est toujours... déjà, il est très queer. Le Nord, l'Est aussi, Strasbourg, c'est une ville où j'adore jouer. Mais de toute façon, jouer en dehors de Paris, c'est toujours très agréable parce que Paris, c'est sympa, mais le public parisien, il est toujours un peu... il est parisien, quoi. Il snob. Ouais, et moi aussi. Hein. Je me reconnais dans ce public-là. Mais il y a une espèce de... Aussi parce que c'est du drag et que peut-être il y a moins d'offres culturelles pour les drag queens, pour le public qui est friand de drag, en tout cas, en dehors de Paris. Quand je vais en région, je sens toujours qu'il y a un désir de voir du drag, de voir des spectacles. Il y a une reconnaissance de venir aussi dans les villes. Et tout particulièrement le Nord, je trouve qu'il y a un accueil qui est toujours incroyable. Et donc, d'où ça t'est venu, j'ai envie de me transformer en drag queen? C'est un peu un accident, je crois. Ah ouais? Ouais, en fait, j'en faisais quand j'étais petit. Petit, c'est quoi? 6 ans. Ok. Mais du drag, moi, c'était pas du drag. Mettais les talons de ta mère, quoi. Bah, ma mère avait pas de talons. Ma mère en met pas d'ailleurs. Okay. Elle a le vertige sur 1 centimètre, c'est un peu compliqué. Mais non. Ouais, très bizarre. Et moi, je me déguisais beaucoup avec tout ce que je trouvais. Ma mère m'a dit l'autre jour, elle m'a dit, tu te déguisais pas en fille, tu te déguisais vraiment en drag queen, quoi. Il y avait un truc très drag dans l'attitude. C'était toujours des femmes de pouvoir, des méchantes, des sorcières, des reines. Je jouais pas aux princesses du tout, quoi. Et oui, parce que, pardon, c'est quoi une drag queen? C'est un dragon reine? C'est ça que ça veut dire? C'est pas mal en vrai comme... C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non. Le mot vient de William d'Orsay Swan, qui était un ancien esclave au 19e siècle, qui s'amusait pour se moquer des exploitants des champs de coton, ouais. Mettre des grandes robes qui fabriquaient avec des morceaux de tissu, et il traînait son tissu par terre. Donc drag en anglais, ça veut dire traîner. Oui. Donc ça, c'est le sens premier. Après, il y a plein de théories. Effectivement, les travestis avaient des grandes traînes qui traînaient dans le caniveau, donc drag. Et puis dress resembling as a girl, habillée comme une fille. C'est ça que ça voudrait dire. Si on cherche un acronyme. On n'a jamais vraiment trouvé le sens du mot drag, mais après maintenant tout le monde se l'est approprié. Et puis en vérité, il n'y a pas que des garçons qui font du drag, il y a des femmes cisgenres, des femmes trans, il y a de tout. Et puis surtout, il n'y a pas que des drags habillés en femmes, il y a aussi des drag kings, il y a des créatures. On en parle moins des drag kings. Hein. On en parle moins parce qu'on parle moins des femmes d'une manière générale. Hein. Elles sont quand même invisibilisées, y compris dans le milieu drag. Et il se trouve que en majorité, les drag kings, ce sont des femmes ou des hommes trans. Donc c'est encore une invisibilisation des femmes et des personnes trans. Mais oui, forcément, Drag Race a donné beaucoup de visibilité aux drag queens.
demain, je pense que s'il y a une émission similaire avec des drag kings, ça marchera très bien. C'est le pouvoir de la télé. Oui. Et donc attends, donc tu te déguisais avec tout ce que tu trouvais. Ouais, j'adorais me transformer en personnage. J'étais fan de Derrick et des séries allemandes du samedi après-midi. Et j'adorais les bourgeoises dans Derrick, tu sais, avec leur smoking, leur tailleur gris et leur chignon banane qui fumaient des cigarettes et qui s'appelait Frau Müller. Et je voulais être elle. Donc je jouais à ça, je jouais à la bourgeoise. Ouais. Et après, j'ai fait des études de théâtre, je me transformais beaucoup, je jouais beaucoup de personnages féminins. Et puis les profs m'ont dit, ouais, mais tu feras pas carrière avec ça. Enfin, il n'y a pas de travail pour. Tu le fais bien. On est en quelle année à ce moment-là là on est en l'an de grâce 1123. Non, on est en. Quand je suis à Florent, on est en 2010, un truc comme ça. Et les profs me disent, ouais, tu le fais bien, hein. C'est pas le problème, tu joues très bien les personnages féminins, c'est juste, personne va te donner du travail en fait. Les personnages féminins, en général, pas des drag queens. Des personnages, ouais, je jouais des rôles de femmes, mais dans le répertoire théâtral, t'as des rôles qui sont un peu par tradition donnés à des hommes ou qui peuvent être joués par des hommes, tu sais, toutes les marâtres, les personnages de femmes un peu acariâtres, tous les rôles de femmes à caractère en fait. C'est soit t'es la jeune première, soit t'es Lady Macbeth. Oui. Et moi, je voulais jouer mes Lady Macbeth. Et qu'est-ce que t'aimes dans la féminité ? Dans la femme ou dans les femmes, je crois déjà parce que j'étais entouré de femmes toute ma vie. Hein, je pense qu'il n'y a pas de secret. J'ai grandi dans une famille très féminine. Ouais. Des sœurs ? Alors j'ai une sœur, mais j'ai été élevé par mes grands-mères, par ma mère, par mes tantes. Mon grand-père était pas du tout viril. Ça veut dire quoi, pas du tout viril ? Il était très sophistiqué, en même temps assez fragile. Il correspondait pas au cliché de la virilité, quoi. C'était pas le mâle alpha du tout. Il était macho, mais il avait lui-même été élevé par des femmes, donc c'était un peu un enfant gâté. Il était habitué à avoir des femmes autour de lui. Et ouais, j'ai pas grandi avec un modèle de... patriarche. Non, pas du tout. Et de fait, les femmes de ma famille avaient beaucoup de personnalité. Et je crois que je l'ai trouvée plus forte, plus intéressante, plus... puissante. Oui, et puis je trouve que les femmes, d'une manière générale, ont plus de choses à prouver dans la vie, aussi parce que la société fait qu'elles n'ont pas toujours le droit à la parole et que leurs privilèges sont moindres, mais elles doivent plus faire leurs preuves, et donc de fait, elles sont plus combattantes. Je pense qu'il y a un sentiment d'illégitimité permanent qui ne les quitte jamais et qui les rend plus complexes. Les hommes me rendent dans une pièce, tout leur est acquis, et je trouve qu'il y a une espèce d'arrogance masculine qui m'a toujours dérangé. Je généralise évidemment, mais... C'est pour ça que tu te transformes en femme ? Je sais pas si c'est pour ça, mais je trouve que les personnages féminins sont toujours plus complexes. En tout cas, au théâtre, pour parler du théâtre, il y avait une espèce de comment dire ? On nous faisait comprendre que jouer les personnages féminins, c'était pas intéressant. Et toutes mes copines en cours de théâtre voulaient jouer des rôles masculins. Elles voulaient jouer Hamlet, elles voulaient jouer Othello, elles voulaient jouer Richard III. Elles disaient, ouais, mais tu joues l'épouse ou tu joues la jeune princesse. Et j'étais là, mais justement, il y a tout à construire avec ces rôles-là parce qu'il y a tout un sous-texte qui est à inventer. Il y a tellement de mystères et tellement de drames à jouer. Et j'ai toujours trouvé ça plus intéressant. Je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, les femmes me fascinent. Et je pense que... T'aurais voulu en être une ? Non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Peut-être enfant, mais comme plein de garçons homosexuels, je pense qu'il faut poser la question, pas que homosexuels d'ailleurs. Non, j'ai toujours été très à l'aise avec mon genre. Je sais que je suis un garçon, j'ai pas du tout d'ambiguïté par rapport à ça. Mais je sais qu'en tant que comédien, j'ai pas envie de jouer des personnages masculins. Ou alors j'ai envie, peut-être parce que les personnages masculins tels qu'on en trouve au théâtre ou au cinéma sont encore trop binaire, tu vois, j'ai joué des personnages de mecs homo, mais à chaque fois j'ai l'impression que je dois jouer une caricature. J'ai l'impression que des mecs qui me ressemblent, il n'y en a pas au cinéma. C'est quoi un mec qui te ressemble ? C'est quoi ? Toi, t'es quoi ? Justement, je me définis pas comme... j'ai l'impression de pas être dans une case, tu vois, c'est-à-dire que je corresponds pas à un truc très viril, et en même temps j'ai pas l'impression non plus d'être une caricature de... Je suis pas Michel Serrault dans La Cage aux Folles non plus, tu vois. Moi, j'ai grandi dans les années 90. À la télévision, il y avait Stevie Boulet du Loft, il y avait Vincent McDoom et il y avait Philippe de Caméra Café. Et je me reconnaissais dans aucune de ces trois personnes. Et qui étaient pourtant des pionniers qui ont quand même ouvert la voie pour plein de gens. Mais je me disais, c'est fou. Les personnages homo sont toujours écrits par des hétérosexuels qui ne comprennent rien. Et il y a un moment, il faut changer ça, quoi. Et je le vois, même en casting aujourd'hui, hein, je me rends compte que de plus en plus, on me fait venir pour être la drag queen ou pour être le mec homo.
Je sais, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donner un prénom au personnage, déjà arrêter de dire la drag queen ou arrêter de dire le meilleur ami gay. Il peut avoir un prénom, il peut avoir une personnalité. Ouais. Pour toutes ces raisons, je pense que je me suis vachement comment dire? J'ai trouvé plus de place et de créativité dans le fait de jouer des femmes, plutôt que d'essayer d'imposer une nouvelle version de la masculinité. J'avais pas envie, c'était pas mon combat du tout, quoi. Voilà. Et t'aimerais jouer le mec d'une nana Je sais pas si j'arriverai à jouer ça non plus, tu vois. Ouais. Mais en même temps, en tant que comédien, je me rends compte que j'ai pas des ambitions énormes. En fait, j'ai beaucoup rêvé autour de ce métier depuis que j'ai 4 ans. Et puis, je me suis pris tellement de désillusions à 18, 19, 20 ans parce que j'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos, que j'étais pas très viril et que je ressemblais plus à un vieux dessin de Chateaubriand que à Cri-Cri d'amour. Tu vois, donc je me suis dit, bon, tant pis, ça sera pas mon métier, je vais faire de la mise en scène. Et en fait, je me suis beaucoup plus éclaté en tant que metteur en scène. Et c'est vraiment le drag et de faire du drag plus tard où je me suis dit, en fait, si, il y a peut-être une place pour moi et peut-être qu'en fait, mon truc à moi, c'est de jouer des personnages féminins, d'être dans ce truc-là et j'ai peut-être pas besoin de faire d'autres choses, en fait. Et puis, en fait, c'est un rôle, tu te crées ton propre rôle, quoi. Exactement, je me suis créé ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Voilà. Et c'est quoi, aujourd'hui, pour toi, la définition de la virilité? J'en sais rien, parce que je pense que la virilité, enfin, c'est surtout un truc social, tu vois, mais même au sein de la communauté homosexuelle, hein, moi je l'ai vachement subi ça à 20 ans. Parce que justement, je correspondais pas aux critères qui étaient recherchés. Même dans la communauté gay, qui est quand même censée être une communauté qui est concernée par toutes ces problématiques, on retrouve ces trucs de virilité toxique. Parce que, en fait, pour plaire au mec, il faut être un mec viril. Et donc dans les stéréotypes, hein, avoir des gros muscles, aller à la salle, pas avoir les cheveux longs, pas trop dire que t'aimes Mylène Farmer. Pourtant, beaucoup aiment Mylène Farmer. Oui, mais en vérité, quand tu creuses un peu, tous ces mecs virils de la salle de gym, ils vont le samedi soir danser sur du Lady Gaga. Oui, bien sûr. Avec un tank. J'arrive même pas à le dire, je suis tellement un gros boomer. Je sais même pas ce que c'est. Un quoi? Les petits, voilà. Un crop top? La crop top, merci. Mais tank top. Un tech top. C'est quoi tank top? Tank top, c'est un Marcel. Mais cropped. Ouais, voilà. Tank crop top, quoi. Enfin, ouais, voilà. D'accord, ok. Finesse, on est boomer. On coupera. Même ces mecs-là, ils adorent mettre un petit débardeur rose et aller danser sur du Lady Gaga, tu vois. Donc en fait, la notion de virilité, elle est vraiment propre à chacun. Et je connais plein de mecs très virils qui en fait sont extrêmement fragiles et plein de gros machos qui en fait sont pas si virils que ça. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, oui, chez les hétéros, on dit un mec viril, c'est un mec qui pleure. Maintenant, il y a ce truc-là. Ah ouais, ouais. En fait, il est viril parce qu'il assume sa féminité. Ah bah tant mieux. Il y a ce truc-là un peu. Mais je pense que les gens veulent déconstruire. Enfin, moi, j'ai plein de potes hétéros qui en ont marre aussi qu'on leur dise qu'ils doivent être comme ci ou comme ça. C'est chiant pour tout le monde, en fait, les injonctions à la féminité, à la virilité, ouais. Enfin, on parle des mecs, là, mais les nanas, c'est encore pire. Enfin, l'injonction à être féminine, à être une bonne épouse, à être fertile et performante. Faire des enfants, ouais, voilà, flemme, quoi. Enfin, flemme. Oui, vraiment. Hugo, tu préfères ne plus savoir ou pouvoir danser de toute ta vie? Ouais. Ou ne plus savoir ou pouvoir te maquiller et donc te grimer? On peut dire grimer, ou il y a un côté un peu négatif dans grimer, je trouve, moi. Grimer, surtout que maintenant c'est devenu un terme qui a été qui est réutilisé maintenant pour traduire le blackface. Comme il n'y a pas de traduction au mot blackface en France, on dit grimage, parce que les clowns ne se griment plus, ils se maquillent maintenant, tu vois, on a abandonné ce terme. Alors me maquiller, ouais, ça m'emmerderait de plus savoir le faire parce que c'est vraiment mon atout, un de mes atouts dans mon métier. Danser, ça n'a jamais été trop mon fort et j'en ai vraiment pas fait mon fond de commerce, donc je m'en passerai. Ouais, d'accord. Ouais. Et le public aussi, je pense. Et alors, Paloma. Ouais. C'est qui Paloma? Ah, cette bitch. On l'aime, cette salope. Ouais, Paloma, c'est un peu un vampire, quoi. J'ai écrit ce personnage au départ, mais absolument pas en me disant je vais avoir une carrière avec elle. Mais je pensais même pas en faire un personnage du tout. Enfin, c'était un personnage dans un film. J'étais réal, j'étais metteur en scène. Je me suis dit tiens, j'ai envie d'écrire un rôle de drag queen parce que je regardais Drag Race Amérique et que j'étais fan, et j'étais frustré de pas en faire. Je me suis dit, je vais m'écrire un rôle, ça sera une manière très sérieuse et très intello de faire du drag. Ça m'engage à rien, ça sera bien safe. Et ce rôle, ton idée, tu allais le jouer où?
Ah bah dans un court-métrage. Ah Je d'accord. m'étais écrit un Film. rôle, ouais, dans un film. Et j'ai écrit le truc, je lance. Alors c'est toujours très long de faire un court-métrage en France, hein, il faut faire des demandes de subventions dans tous les sens, ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Et le temps que ce film soit produit et que je puisse le réaliser, ben, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un peu de drague pour voir. Et le personnage s'appelait Paloma dans le film. Donc j'ai commencé à faire du drague en disant, bon, bah, je vais m'appeler Paloma comme le personnage du film. Attends, et commencer à faire du drag, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans des endroits ou déjà Ouais, te maquiller? bah moi ça allait très vite. C'est-à-dire que j'étais costumier en parallèle pour gagner ma vie sur des tournages. Et je me suis retrouvé sur un clip avec une co-costumière qui elle-même était drag queen. Et qui m'a dit, ah mais tu fais du drag? Je dis oui, oui, un petit peu. Ouais, voilà. Et elle m'a dit, bah rejoins-nous, on a une house, enfin une famille drag. Et j'ai performé avec eux à Caen dans une église désacralisée à Halloween pour la première fois de ma vie. Entre vous ou devant Ah des non, gens? devant Ah, ok. 500 personnes. Et Ah oui, oui, c'était ok. une première fois en drague sur scène vraiment très impressionnante. Dans Et une église, marrant. ouais, voilà. Et c'était génial. Et je n'ai plus arrêté depuis. Après, j'ai fait une série sur YouTube qui s'appelait Gourmande où je jouais des personnages des femmes qui sont dans mon spectacle d'ailleurs maintenant. C'est des personnages que je joue toujours. Je faisais la cuisine et c'était un peu des parodies de Maïté. Et puis ça a marché au sein du milieu drag. Les gens commencent à me repérer. Je suis rentré dans une compagnie. J'ai tourné mon film. Et puis Drag Race est arrivé. Mais en fait, à partir du moment où j'ai mis un pied dans le drag, ça a été d'une fluidité absolue. C'est-à-dire que Pourquoi? Parce que le milieu est très petit et que quand t'es bon, ou en fait tout le monde. je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas non plus des. Enfin, c'est pas comme aujourd'hui avec Drag Race où il y a une explosion de drag queen. Enfin, il y en a tous les coins de rue maintenant, il y a une nouvelle drag queen. Ça commençait déjà parce que l'émission américaine venait d'arriver sur Netflix France, donc il y avait déjà un peu plus de visibilité. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Drag Race France a fait libérer les gens de allez, je me mets en drag queen? Ah ouais, mais je pense, bah, déjà, il y a une. Faut quand même se rendre compte qu'on est à Paris dans une bulle, tu vois. Moi, j'ai la chance d'être à Paris depuis que j'ai 18 ans. J'évolue dans un milieu qui est quand même hyper open, que ce soit dans le milieu du théâtre, du cinéma ou maintenant dans le milieu drag. Mais, enfin, promenons-nous un peu en France, dans certains coins, il Oui, n'y bien a, sûr. y a rien. Et puis, il y a pas d'offre même culturelle pour les personnes queer. Il faut faire des kilomètres pour trouver une boîte gay. Ça veut pas dire queer en plus, gay, c'est vraiment. C'est des boîtes où il y a que des mecs entre eux et quand t'es une meuf, que t'es lesbienne, que t'es une personne trans, non binaire, que t'as envie de voir des choses un peu différentes, faut aller dans des très très grandes villes. Et le drag, ça restait quand même un truc qu'on pouvait trouver à Lyon, à Bordeaux, un peu à Marseille et à Paris. Depuis que Drag Race est arrivé, moi qui viens de Clermont-Ferrand, je suis parti. Il y en a à Clermont-Ferrand. Il n'y en avait pas et maintenant il y en a plein. Maintenant c'est devenu quasiment institutionnel. Il y en a plein, tu les vois pas dans la rue. Non, mais de toute façon, tu vois rarement des drag queens dans la rue. Ça reste quand même un métier un truc artistique que tu fais dans un contexte. Mais maintenant, elles ont des associations, il y a des groupes, il y a des scènes qui proposent des spectacles de drag. La Comédie de Clermont, qui est quand même la scène subventionnée de Clermont, la scène nationale, propose régulièrement des événements avec eux. Enfin, je sens que les choses ont changé. Moi, quand j'ai quitté Clermont, il y avait un bar gay de 4 mètres carrés dans une rue, c'est tout. C'est génial. C'était génial, mais maintenant, je vois que ça change. Oui, mais c'est génial que ça change. Bah oui, évidemment. Et est-ce que quand il y a eu Drag Race US, on savait que ça allait arriver en France? Non. Donc toi, t'étais là, oh my god, j'adorerais le faire en France, et d'un coup, c'est arrivé, t'es devenu taré là. Bah déjà, quand c'est arrivé en 2009 aux États-Unis, RuPaul qui a créé l'émission, il a mis presque 10 ans à la faire. Donc déjà, ça a mis beaucoup de temps à arriver là-bas. Moi, je l'ai regardé un peu clandestinement sur des sites obscurs où il fallait éteindre toutes les 25 pages porno, tu sais, pour avoir accès au streaming pendant des années. Et ça est arrivé en France au bout de 14 saisons aux États-Unis. Donc autant te dire que moi, j'y croyais pas. Je me disais non, la France n'est pas prête. Et puis, il y a une vraie culture drag aux États-Unis. C'est vraiment un truc très anglo-saxon, le drag. C'est des lip-sync dans des clubs. Là-bas, tu peux voter Trump et aller voir un show de drag queen sans problème. C'est pas incohérent. C'est comme nous d'aller au cinéma ou au théâtre. Ça fait vraiment partie de la culture. Alors certes, c'est reste une culture queer, mais ça fait partie quand même des divertissements anglo-saxons. Et en Angleterre, c'est pareil, c'est vraiment ancré dans la culture anglaise. Nous, en France, on a plus une culture du cabaret. Tout à l'heure, en off, tu me parlais de Madame Arthur, qui est un cabaret qui existe depuis les années 40 en France, mais c'est vraiment une culture du cabaret. On est plus sur de la revue parisienne avec des plumes, avec cette tradition du cabaret. Ou du transformisme comme l'a fait Michou dans les années 70. Alors aujourd'hui, Madame Arthur, ça a changé, c'est devenu un peu plus punk et un peu plus berlinois.
d'une certaine D'ailleurs, manière. rien à voir. T'as vu que Gad Elmaleh avait racheté Michou? Oui. Bah, bon, je me demande bien ce qu'il va en faire. Affaire à suivre. Je suis un peu sceptique personnellement. Je ne pense pas que ça va rester un spectacle de drague, mais Bah, peut-être, on sait pas. j'espère. Ça serait bien. C'est une Laissons-lui les institution. bénéfices du doute. Voilà, on va lui laisser le bénéfice du Voilà. doute. Mais pourquoi je disais ça? Oui, je ne pensais pas que la France était ouverte à ce type de programme. Et le fait est, c'est que elle l'est, puisqu'en fait, ça a cartonné. Mais quand je dis cartonné, ça a été un. Enfin, quand je dis que j'ai eu la sensation d'être Loana à la sortie du Loft quand j'ai gagné Drag Race, c'est pas des blagues. Je pouvais plus marcher dans la rue. C'était Attends, fou. non mais donc, Drag Race arrive en France. Oui. Là, tu te dis, oh my god, c'est pour moi. Non, je me dis pas ça. Je me dis, j'ai trop envie. C'est un truc de dingue. Ça arrive du jour au lendemain. Vraiment, je m'y attendais pas. Et à ce moment-là, dans ma vie, tout va bien. Je travaille comme costumier, comme réal. Je suis en train de réaliser une série sur les sorcières au Moyen-Âge. Enfin, si tu veux, je suis très occupé. Tu fais un peu de drague. Hein. Je fais du drag depuis presque 2 ans, mais de manière semi-pro. Tu vois, j'en fais 2 fois par mois, dans un contexte très prestigieux pour l'époque en plus, parce que je suis dans une troupe, on est à la Nouvelle Ève tous les mois. C'est quand même un lieu assez cool. Je fais partie des quelques dragues parisiennes qui gagnent leur vie. Enfin, en tout cas, qui gagnent de l'argent avec le drag. Et combien on gagne? À l'époque, je me faisais des cachets de 300 €, ce qui est pas mal. La soirée Ouais. de 21h à minuit, genre? Ouais, voilà. Donc, en cachet, tu vois. Ouais. Et j'étais dans une troupe. Et la plupart des drag queens à Paris, elles gagnaient 150 € cash et elles n'avaient pas de taxi. Donc, toi, t'avais l'intermittence grâce à ça? Alors, moi, je faisais d'autres choses à côté. Je faisais Donc, t'avais ta boîte, j'étais quoi. costumier, je Ouais. faisais plein de choses. Donc, j'arrivais en cumulant avec le drag à avoir mon intermittence. D'accord. Mais je faisais partie des chanceux. Et je pense que ce qui a marché pour moi à ce moment-là, c'est que j'étais un des rares à faire du théâtre et à être comédien. Beaucoup de drag queens sont soit danseurs, chanteurs ou alors juste très jolis. Moi, j'avais cette chance d'avoir ce bagage de comédien et donc de pouvoir faire du stand-up ou en tout cas de faire des personnages sur scène. Je faisais pas de playback, ou très peu. Je faisais des sketchs. Tu sais chanter? Non. Ok. Mais ça m'arrivait de faire des petits trucs en chantant, mais je faisais surtout de la comédie. Et on n'était pas si nombreux, on devait être 2 ou 3 à le faire, grand maximum. Donc j'ai tiré mon épingle du jeu à ce moment-là. Et quand Drag Race est arrivé, le débat intérieur que j'ai eu, c'est merde, on est en France, les gens adorent foutre les gens dans les cases. La télévision, ça reste quand même un truc qui est vachement décrié quand tu veux faire du cinéma. Il y a ce fossé entre le cinéma d'auteur, la comédie, entre la télé, réalité et les programmes sérieux, entre le théâtre privé et le théâtre public. Est-ce que je vais pas m'enfermer? Mais voilà, et est-ce que surtout je vais pas avoir cette image de mec qui a fait de la télé-réalité? Si tu te poses la question, si tu fais rien aussi. Rien du Voilà. tout. Donc, Mais j'en mourrais d'envie. Et puis je sais que le programme est plus un programme social. C'est plus un... Oui, c'est une émission qui a des codes de télé-réalité. C'est un concours télévisé, mais c'est plus un programme... c'est presque du documentaire, en fait, à plein d'égards. Et j'ai hésité, j'ai envoyé ma candidature. c'était quoi la candidature? Au début, il fallait juste envoyer son mail et Ok, ses coordonnées. ok. Ils m'ont répondu tout de suite et ils m'ont demandé d'envoyer une vidéo de présentation et de remplir un dossier. Et En drague? Ouais. Et j'ai laissé traîner le truc d'une semaine. Et j'étais en plein montage pour ma série là sur les sorcières et j'étais là, non, mais oublie. C'est une connerie. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fous en fait? Pourquoi t'envoies pas ta candidature? Et là, je me suis dit, attends, s'ils m'appellent, Ouais, c'est bon c'est signe. que mon profil quand même est un peu intéressant. Donc j'envoie une vidéo que je tourne en 3 heures. Enfin, je parle pendant 3 heures devant ma caméra. Je raconte ma vie, je parle de tout et puis je fais un montage de 2 minutes. Et j'envoie ça à 3 heures du matin. En plus, j'imagine comme t'es bien réalisé. Oui, j'ai bricolé le truc comme j'ai pu chez moi, mais j'ai fait un truc qui était pas mal, je crois, en tout cas très sincère, où j'ai pas essayé de correspondre à une image ou à un truc qu'ils auraient pu vouloir, mais j'ai été très moi-même. Paloma. Ouais, et puis je suis un peu un télo, j'ai pas essayé de cacher ça, tu vois, au contraire, je l'ai montré et puis surtout j'ai dit que j'avais envie d'être je me souviens, j'ai dit cette phrase, j'ai dit je veux faire partie des pionniers. C'était important pour moi d'être dans la saison 1, je crois. J'aime bien être dans les premières saisons, d'une manière générale, je trouve que c'est T'aimes comme bien ça dans que les premiers, quoi. Voilà. Et ça a marché, j'ai passé les étapes suivantes et j'ai été pris. Et ma mère m'avait dit... J'avais demandé à ma mère, ma mère est toujours très très sceptique sur ce genre de truc. Elle a déjà vu tes shows de drague? Ah oui, elle me suit depuis le début. Ma mère, de toute façon, c'est un soutien inébranlable depuis toujours. Mais quand j'avais commencé le drag, ça l'amusait et puis elle trouvait ça très cohérent avec ce que j'avais toujours fait. Je me suis toujours beaucoup costumé, j'ai toujours fait des spectacles en tant que metteur en scène qui étaient très drag visuellement. Il
il y avait une cohérence. Et puis, elle n'était pas surprise. Mais je me souviens qu'elle me disait bon, tu vas peut-être pas en faire un métier, c'est quand même pas très. Il n'y a pas beaucoup de débouchés. Et quand je suis arrivé et que je lui ai dit bon, je passe l'audition pour ce truc-là, elle m'a dit mais fonce, mais qu'est-ce que tu as à perdre? C'est pas comme si tu étais en train de monter les marches à Cannes avec ton film. Non. Génial. Qu'est-ce que tu as à perdre? Et elle avait raison, j'ai tout gagné. Et alors moi, je n'ai pas regardé. Honte à toi. Bah, si tu dois regarder Drag Race France, regarde la saison 1. Bien sûr, évidemment. Donc, ok, tu gagnes. Je gagne, ouais. T'es le favori? Je sais pas. Je sais. suis en France, j'ai une longueur d'avance. Ouais. Je sais qu'aux États-Unis, parce qu'on a été regardé dans le monde entier, Soa était un peu plus aimé que moi parce que je pense que j'avais des références très françaises. Et Soa, son drag est peut-être plus parlant outre-Atlantique. La Grande Dame aussi était très aimée, mais ouais, j'avais une longueur d'avance. Ouais, je saurais pas l'expliquer. Pour moi, c'est la plus grosse surprise. Pour moi, c'est surprise. Non, parce que j'ai toujours été un peu le vilain petit canard partout, tout le temps, moi. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours trouvé des gens qui reconnaissaient mon travail, mais j'ai jamais été, que ce soit à l'école ou dans mes groupes d'amis, j'ai toujours été un peu le vilain petit canard. Et donc d'être tout à coup le favori dans une émission et de fédérer autant d'amour de la part du public, parce que vraiment j'ai eu une fanbase mais extrêmement verbale, solide et très 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 expressive. C'était en différé? Oui, on a tourné l'émission est tournée des mois avant la diffusion. T'as pas le droit de le dire à qui que ce soit? Je dis rien. Tu l'as rien dit à personne? Ah bah personne. Non, mais de toute façon, tu n'as pas le droit de dire que tu l'as dit. Certes. Non, mais mon entourage proche le savait, bien sûr. Mais okay. Tu dois garder le silence. Alors nous, on a eu beaucoup de chance saison 1 parce que la diffusion est arrivée 3 mois après le tournage. Il faut quand même te dire 3 mois. Ouais. On a de la chance en France tout court parce que c'est très peu de mois entre le tournage et la diffusion. Aux États-Unis, elles doivent attendre un an dans le plus grand des silences. Donc là, pendant ces 3 mois où tu as déjà tourné, tu sais que tu as gagné, toi? Ah non, je ne sais pas que j'ai gagné. Ah! C'est ça qui est bien fait, si tu veux. C'est qu'on tourne... Mais tout ça, tout le monde le sait, je peux le dire, mais on tourne tout et on tourne 2 ou 3 finales différentes. C'est-à-dire qu'on tourne la finale et on a 3 annonces de gagnantes. Donc moi, on a tourné une annonce où Soa a gagné, une annonce où c'était la Grande Dame et une annonce où c'était moi. Donc jusqu'à la diffusion, tu ne sais pas. Personne ne sait qui va gagner. Donc toi, tu découvres ça à la télé avec tes potes, je découvre ça en viewing party. Alors ça, c'est un truc très spécifique à Drag Race, c'est les viewing parties, c'est les fans qui se réunissent dans les bars, dans les clubs, partout en France et dans le monde pour regarder les épisodes, mais à 100, 200 ou 1000, 2000 personnes. Comme un match de foot, quoi. Exactement. C'est la Coupe du Monde des PD, des Gwyn et des trans. Et des alliés. Et le jour de la finale, la viewing party officielle, entre guillemets, a lieu au Café Beaubourg à Paris. Et nous, L'idée par qui? Qui est-ce qui officialise cette... Bah, y en a plein, c'est-à-dire que tout le monde a un peu ses viewing parties. Il y a plein de drag queens qui ont l'initiative d'en créer dans tel ou tel club ou dans tel ou tel bar. Et là, la prod se dit, bon, on va filmer ce moment qui va être un peu iconique. On réunit les queens, toutes les queens au même endroit. Génial. Et il y aura du public. Et effectivement, donc toi, t'es là? Je suis pas là tout de suite. En fait, ils annoncent ce truc-là et à partir de 14h, il y a la queue qui commence dans la rue. Du centre Georges Pompidou jusqu'à, pour les Parisiens, du centre Georges Pompidou jusqu'à l'église Saint-Eustache. C'est-à-dire qu'il y a tout le long du Forum des Halles, la queue. Il y avait des milliers de personnes qui faisaient la queue pour rentrer dans ce restaurant où tu pouvais faire rentrer 300 personnes. Donc c'était dehors, comme tu l'as dit, comme une Coupe du Monde. Et nous, on nous isole, les 3 finalistes, dans un petit bureau à 200 mètres. Tu ne sais toujours pas? Je ne sais pas. Pour regarder en différé l'épisode. Ils nous montrent l'épisode 20 minutes avant tout le monde. Donc, et ils filment nos réactions. Donc c'est sur YouTube, hein, tu peux le voir. Je découvre avec mes 2 sœurs que j'ai gagné. Donc là, c'est incroyable. Et tout de suite après, on nous sort et on nous dit, vous allez au Café Beaubourg. Et là, on arrive pile au moment où eux découvrent que moi j'ai gagné. Donc c'est un moment, j'ai un blackout total, je me souviens pas. Ah ben je suis, c'est-à-dire que je peux plus marcher. Il y a des centaines de personnes autour de moi. Quand je te dis que j'avais l'impression d'être Loana à la sortie du Love, c'est pas des blagues. Loana sur les Champs-Élysées dans sa décapotable, j'ai vécu ce truc-là. Ils font quoi les gens? Ah bah ils sont très respectueux, mais il y a un truc un peu de, c'est au-delà des fans, c'est au-delà de la joie, c'est au-delà de juste on est bourré, on regarde un match de foot. C'est
la première fois à la télévision française qu'il y a un programme queer, pour les queers, fait par des queers, avec ce truc qui fait de nous un peu des superstars, des super-héros. Donc pour toute une communauté qui jusqu'à présent n'est pas représentée dans les médias, n'a pas de programme qui lui est dédié, tout d'un coup, pour ces gens-là, il y a un programme, une espèce de Coupe du Monde. On devient un peu des super-héros. Je ne sais pas comment l'expliquer, ça paraît très bizarre de parler de soi dans ces termes, mais j'ai eu la sensation pendant toute la diffusion et les mois qui ont suivi, et même encore aujourd'hui, que j'ai le même statut pour cette communauté-là que peuvent l'avoir Mylène Farmer ou Lady Gaga. C'est très bizarre. J'ai des fans qui se sont tatoués mon nom, mon visage sur le corps. Enfin, et c'est pas juste un truc de fan, c'est aussi un truc, tout d'un coup, t'es une personne queer visible et tu gagnes quelque chose. Modèle. Ouais, Modèle. et tu gagnes un truc. Et on est tellement habitué à perdre, on est tellement habitué à pas être les gagnants dans notre société que tout d'un coup, de gagner quelque chose, c'était symbolique. Tu vois, il y avait un truc extrêmement symbolique ce jour-là pour beaucoup de gens. Pas que pour moi, pour toute une communauté. Mais Soa aurait gagné ou la Grande Dame aurait gagné, ça aurait été pareil. C'est juste que moi, ça a changé ma vie. Mais c'était le symbole de gagner quelque chose et d'être une drag queen. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai eu une espèce de prise de conscience extrêmement forte que je ne pouvais pas juste parler de moi, que j'allais servir d'exemple, de modèle, ou en tout cas de représentation pour une communauté qui n'en avait pas ou très peu. En tout cas, avec une plateforme aussi grande que celle que j'ai eue, ça c'est sûr. Ça a été un choc. Hein. Il y a eu le choc de la victoire, il y a eu cette soirée complètement folle dont j'ai oublié la moitié. Mais j'ai surtout ce souvenir du moment où on me fout un micro, les micros de France Télé arrivent et me mettent j'ai la couronne sur la tête, j'ai tout le monde qui hurle et on me dit « Bon, qu'est-ce que tu as à dire ?» Et là, je me fais « Waouh, je peux pas juste parler de ma couronne, de ma perruque et de « je suis la plus belle du monde ». Non, je suis... Le porte-parole. Ouais. Et c'est un poids qui arrive énorme et que j'ai porté et que je continue de porter. Hein, mais et c'est lourd ? Ça a été lourd parfois parce que avant de faire du drag, avant de faire Drag Race, moi j'étais un garçon homosexuel, certes, je faisais du théâtre, j'avais des convictions, mais j'étais pas du tout politisé, j'étais pas du tout engagé dans rien. Je pense que j'étais même pas conscient que ce que je faisais artistiquement était politique. Engagé. Ouais. Et c'est vraiment quand j'ai gagné Drag Race que là... Et c'est Soa d'ailleurs qui m'avait dit ça un jour, elle m'avait dit « Attention là, on n'est pas juste là pour nous. On peut pas juste parler de nous. » Et j'ai vraiment pris conscience de ça ce jour-là. Je me suis dit « Ah ouais, je peux plus juste jouer de la célébrité et me servir de cette plateforme qui m'est donnée pour parler de moi. Je vais parler de moi, c'est sûr, mais il y a des centaines de milliers d'enfants qui me regardent, qui sont queer, qui ont l'impression de ne pas pouvoir parler, qui n'ont pas de modèle, qui n'ont peut-être pas d'espoir. Et juste le fait d'être dans un média, en drague, de prendre la parole et à un moment de parler d'eux, ça peut changer, ça peut sauver des vies en fait. Et le fait est, c'est que j'ai reçu des centaines, mais quand je te dis des centaines, j'ai des sacs entiers de lettres dans mon atelier de gamins qui m'ont dit « Tu m'as sauvé la vie ». Alors, pour moi, c'est un peu surréaliste de le dire, j'ai du mal à le comprendre, j'ai du mal à l'analyser, à l'intégrer, mais je pense que ce programme a sauvé plein de gens. Et pas que la nouvelle génération, il y a aussi beaucoup de gens qui étaient pas forcément dans le placard, mais qui se sont cachés toute leur vie. Moi, je le vois à mon spectacle, où quand on a fait la tournée de Drag Race après l'émission, on avait des couples d'homosexuels, de mecs, de nanas, de couples de lesbiennes qui venaient, mais qui avaient 60, 70 ans et qui nous disaient « Ça fait 40 ans qu'on est ensemble et nos familles le savent pas. » J'ai dit, putain, c'est dingue, quoi. Et nous, aujourd'hui, on arrive à la télé et on est flamboyant en prime time. Mais j'imagine que pour ces gens-là, c'est un poids énorme. C'est une libération de se dire, ah ben ça y est, on peut enfin exister. Parce que l'émission, elle n'a pas montré que des mecs homosexuels, elle a montré des femmes trans, elle a montré aussi des femmes lesbiennes, elle a montré plein de facettes de cette communauté. On a abordé des questions dans cette émission qui sont hyper importantes et qui étaient tabous. On a parlé de violences faites aux personnes queer, on a parlé de zéro-positivité, on a parlé du fait de devenir intransmissible, il y a eu la prévention, enfin il y a eu des sujets quand même qui ont été abordés qui sont, en 2024, hyper rares à la télévision. Lolita Banana, quand elle parle du fait d'être zéro-positive, d'être devenue indétectable au VIH, je pense que c'est une des premières personnes médiatiques à la télévision française qui parle de ça. En 2023. Enfin, on est en 2022 à ce moment-là. Je me dis, mais c'est... En fait, on a fait ça sans réaliser l'impact que ça avait, parce que nous, on parlait de nous, on parlait de nos vies. C'était notre quotidien de parler de ce genre de choses.
mais pour la majorité des gens qui ne vivent pas à Paris et qui ne sont pas dans cette bulle privilégiée, entre guillemets, d'artistes queer, pour qui marcher dans la rue en drague pour aller à son gig, c'est une chose possible. Bah, pour tous ces gens qui n'ont bénéficié pas de ça, mais c'est historique, en fait, de parler de ça à la télévision. T'es contente d'endosser ce rôle ? Oui, mais je pense la saison 1, on a tous pris ça très très au sérieux. Et d'ailleurs, je le vois, on est encore aujourd'hui la saison qui est la plus vocale sur ces sujets-là. Parce que on a créé un truc qui nous a dépassés. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les pieds dans une émission qui était intégrée, où il y avait déjà un succès, où il y avait déjà un statut qui était acquis. Comme le Loft, Loana, saison 1, ou la Starac, ou tout ça. Voilà, tu sais pas où tu mets les pieds, la prod crée l'émission en même temps que toi, tout le monde prend un risque. Eux, nous, enfin voilà. Donc on y va très innocemment, on y va avec toute notre authenticité. On parle de sujets dont peut-être on n'aurait pas parlé de la même manière si on avait eu conscience de ce à quoi le programme allait ressembler. Il y avait une vraie fraîcheur, une vraie solidarité entre nous, sororité même. Et je pense que c'est impossible de retrouver ça. Et de fait, il y a un vrai lien entre nous toutes aujourd'hui, toute cette saison-là. Et on a conscience qu'on a participé à quelque chose d'historique pour l'histoire queer française. Et on est tous très fiers, mais c'est évident. Moi, je suis très, très fier de ça. Mais je suis surtout fier de voir que ça a changé les choses aussi. Et qu'il y a une nouvelle génération maintenant qui n'a peut-être plus peur. Donc, t'es quand même passé de nobody complet, ouais, à hyper célèbre. Et hyper célèbre à quel point, là ? À quel point c'est un peu dur de le mesurer. En tant que je le mesure quand je voyage, c'est-à-dire que là, tu vois, l'année dernière, j'ai beaucoup voyagé pour le travail et pour le perso. Que ce soit à Hanoï au Vietnam, en Hugo, à Montréal, en Hugo, en me promenant dans la rue, à Montréal, au Canada, à New York ou au Laos, j'ai des gens qui m'arrêtent et qui me disent merci. Donc, et pas que des francophones. Donc l'émission a été très regardée. Je crois que la version française, ça a été une des plus regardées dans le monde. En plus, elle est arrivée à un moment où il n'y avait pas encore beaucoup d'autres franchises, parce que la version américaine a été rachetée dans plein de pays. Je crois que nous, on est une des 4e ou 5e franchises à exister après la version américaine. Donc à ce moment-là, il y avait encore peu d'émissions à regarder, donc beaucoup de gens l'ont vu à l'international. Et à partir du moment où la diffusion a commencé, moi, même au Franprix d'Aubervilliers, on m'arrête. Donc j'ai conscience quand même qu'il y a... T'es content de ça ? C'est lourd ? Non, ça va. Au début, ça faisait peur parce que au moment de la diffusion, c'était ça a été beaucoup d'un coup. Oui, tu peux pas sortir, quoi. On s'est retrouvés quand on a fait la tournée de Drag Race France, juste après la fin de la diffusion de l'émission. On a fait une grosse tournée pendant 3 mois. Et là, on s'est confronté au public en région. Et on savait pas à quoi elle allait ressembler. On savait pas jusqu'à quel point ça avait une ampleur en dehors du marais parisien, tu vois. Et c'est vraiment quand on se retrouvait dans des villes comme Nantes ou je ne sais pas moi, ou Strasbourg, où tout d'un coup, après le spectacle, on allait jouer, on allait performer dans des boîtes de nuit où il y avait des cordons de sécurité sur 100 mètres parce qu'en fait, ils n'avaient pas anticipé à quel point il y aurait de monde. Je me souviens d'avoir fait avec Ellipse, on avait fait une performance je crois que c'est à Nantes, dans un petit bar. Ils s'attendaient pas à ça, les propriétaires du truc. C'était un bar mais qui faisait la taille de cette pièce là, et en fait, il y avait 15 fois plus de gens dehors, donc ils avaient dû faire venir les flics pour faire un cordon de sécurité autour de nous. Enfin, il y a eu des moments comme ça où on s'est dit waouh, ça a pris des proportions énormes, mais ça a toujours été très bienveillant. Enfin, j'ai jamais eu de violence ou de débordement, mais on est passé de l'anonymat le plus complet à un truc en plus qui est, je pense, qui n'était pas arrivé depuis longtemps en France, c'est-à-dire qu'on a touché un public qui est très fan. Tu vois, c'est comme... Enfin, je le vois dans la communauté des fans de Drag Race, il y a de tout. Mais il y a beaucoup de fans qui font du cosplay, qui sont un peu geeks, qui sont dans un truc très... ils mettent énormément d'affect et d'émotion là-dedans. Beaucoup de gens... oui, mais surtout, ils nous fondent dans les bras, en larmes, tu vois. Ils nous font des dessins. Il y a un truc très enfantin aussi dans la manière d'être fan avec nous. Et ça parle à un truc de l'enfance. Il y a un truc très adolescent dans ce rapport aux fans. Moi, je reçois des dessins tous les jours. Tu vois, mais de gens par la poste. Alors, sur les réseaux sociaux. Oui. En
pneumatique par fax. En pigeon voyageur. Bah non, mais attends. Oui, mais même, tu vois, quand je vais faire des événements, j'ai des fans qui arrivent, ils m'offrent des carnets entiers remplis de dessins. Enfin, j'ai un rapport avec les fans qui est très créatif. Et je me rends compte que c'est une communauté qui est très sensible. Et effectivement, je pense que ça parle le drag, ça parle à un truc de l'enfance. Tu vois, comme on joue avec des codes. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, mon drag, je m'inspire vachement de tout ce que j'ai aimé dans l'adolescence. Tu vois, de Lady Oscar, des dessins animés, de la littérature, des trucs vraiment qui me viennent de mon adolescence. Ça réveille un truc aussi d'adolescent chez les gens. Ah ouais, c'est comme Sailor Moon ou je sais pas moi, ou les Totally Spies, tu vois, il y a un côté super-héros de l'enfance. Le drag, c'est ça, il y a un truc, c'est pas sérieux. Tu vois, on peut pas prendre ça au sérieux, je peux pas prendre ça au sérieux. Je suis un mec d'1m84 qui met des robes, qui se maquille comme un camion volé et qui veut faire croire à la terre entière qu'il est Mylène Farmer. Et donc, c'est du second degré ? En tout cas, moi, je pense qu'on ne peut pas faire de drag en étant au premier degré. On peut le faire très sérieusement, mais il faut pas se prendre au sérieux. Ça reste quand même un art très parodique, très poil à gratter. On est là quand même pour montrer aussi un petit peu l'absurdité de notre société. Tu vois, on est là pour dénoncer des codes, pour s'en moquer, pour les détourner. Mais je remarque aussi que les fans de drag prennent ça très au sérieux. Ils nous protègent de la même manière qu'ils protégeraient des figures de l'enfance, des super-héros, des personnages de l'imaginaire. Et donc, ok, Drag Race, tournée, tout ça. Et là, tu gagnes ta vie, tout le monde t'appelle. On t'appelle pour faire quoi ? Comment ? Très déstabilisant parce que je gagnais ma vie avant, si tu veux. Moi, je gagnais pas ma vie comme je la gagne aujourd'hui, mais ma vie était très bien organisée. Je faisais des films de temps en temps, je faisais de la mise en scène, je travaillais beaucoup comme costumier, j'avais mon intermittence. Tu gérais ton temps. Je gérais mon temps, je voyais mes amis. Pouh là là, ma vie était... Et maintenant, tu vois plus tes amis. Et tout d'un coup, je bascule à un truc où je suis en drague 5 jours ou 6 jours par semaine. On t'appelle pour performer ? J'ai un planning, je suis là. Mon année de couronnement, je suis la reine d'Angleterre. Je suis Miss France. J'ai un agenda. J'ai 3 agents. J'ai un agent drague, j'ai un agent comédien, j'ai un agent réalisateur. Parce que les mecs t'ont appelé en disant voilà, j'aimerais être ton agent, je m'occupe de ça. J'avais déjà un agent réalisateur. Ouais. Et puis là, comme j'ai beaucoup misé sur ce que j'ai fait en fait, et c'est là où j'ai été malin, je pense, c'est dès la diffusion de l'émission, j'ai dit je suis Paloma, mais je suis aussi Hugo Bardin. Ouais. Je pense que tu demandes au public de citer le nom de famille et le prénom de la plupart des drag queens de Drag Race, ils ne sauront pas le faire. Okay. Moi, j'ai estampillé Paloma, Hugo Bardin. Je voulais qu'on toujours sache... associé. Ouais. Okay. Je voulais qu'on connaisse le créateur derrière la créature. Voilà, cette phrase. Oh, on a notre Ouais. Vous avez votre phrase d'accroche. Et très vite, comme j'ai eu un peu cette image un peu intello quand même, drôle, mais un peu intello dans l'émission... Comme l'émission a eu un grand succès, et un succès qui n'a pas été boudé par les médias, comment dire, Tradi ou un peu culture, on va dire, et que j'ai gagné, j'ai eu cette possibilité très tôt de à la fois intervenir dans des médias très populaires et à midi sur France Culture. Mais là, tu es rémunéré sur France Culture quand on t'appelle ? Non, en tant que j'étais invité pour faire la promo, tu vois, de l'émission, du spectacle, tout ça. Et les médias se sont beaucoup intéressés à moi. Et très vite, on m'a proposé, des prods m'ont proposé de faire un spectacle, de participer à des concerts. Mais j'ai eu mais quand je te dis des centaines et des centaines de propositions. Et là, c'est dur de faire le tri, de savoir si il a du cochon et tout. Ah ouais. Mais ça venait autant de trucs très popus que de trucs très pointus, intello. Et en fait, j'ai essayé de jongler entre les deux. J'essaie de ne dire non à personne ou très peu. Est-ce que j'ai frôlé le burn-out ? Oui. Combien de fois ? Beaucoup. Mais là, t'en es où ? Là, ça va. Mais puis maintenant, je dis pas oui à tout. Je dis non maintenant. Mais je sélectionne. J'essaie de faire des choix aujourd'hui qui sont pérennes et qui sont pas des choix de l'immédiateté, tu vois. Au début, t'es tenté, tu te dis on t'invite pour tous les défilés de la Fashion Week, je vais tous les faire. Bien sûr, je me mets en drague, ça me prend 3 heures de me maquiller, je vais faire tous les défilés, mais la journée, j'ai aussi tant de rendez-vous. Le soir, je suis sur scène, tu dors plus, tu manges plus, t'es fatigué, t'es épuisé, mais tu te dis je dois le faire, je dois être au rendez-vous. Au bout du moment, tu te rends compte que si tu vas pas à telle Fashion Week, on va s'en remettre et surtout, ça va rien changer à ta carrière. Mais au début, j'ai joué le jeu de tout. J'allais dans les médias, on me demandait de venir en drague à la radio, j'allais en drague à la radio. C'est 3 heures de taf ? Bah ouais. Et maintenant, quand on me dit tu viens à la radio, Coco Énergie, quand on me demande de venir à la radio et pour 10 minutes
et qu'on te dit non, tu viens en drague, je dis mais excusez-moi, mais je sais de la radio en fait, pourquoi je viendrai en drague? Oui, mais maintenant on filme la radio. Oui, pour 3 connards sur Facebook. Enfin, excusez-moi, mais non, je vais pas venir en drague à la radio. Surtout pour 10 minutes. Oui, est-ce que vous demandez, bon, je sais que je suis pas Lady Gaga, mais est-ce que vous demandez à Lady Gaga de venir en full costume pour une interview? Non. Est-ce que Charlie Dino, vous leur demandez. Charlie Dino, putain, le. Mais moi, je l'ai pas sorti J'ai celui-là. cherché un exemple plus récent, j'ai pas trouvé. Véronique et Davida. Non, mais voilà, est-ce qu'on demande aux artistes de venir dans leur costume de scène? Je crois pas. Je comprends quand je vais à la télévision, c'est fort pour l'image, pour la représentation, c'est fort de venir en drague. À la radio, s'il vous plaît. Là, tout de suite, je suis en jean et ça changerait au contenu de ce que j'ai à dire. Mais ouais, j'ai joué le jeu. Bien sûr que j'ai joué le jeu. Et c'était fou. C'était fou. J'ai eu des opportunités de malade. J'ai joué dans Walking Dead. Hein? Oui. Comment ça, t'as joué dans Walking Dead? Oui. J'ai reçu un appel un matin. Ouais, t'as un rôle dans Walking Dead. Alors, j'ai un tout petit rôle, mais je dis, mais comment ça Tu se... dis quoi? Tu fais quoi? Bah, je dis oui. Non, mais le rôle, c'est quoi? Bah, moi, Paloma. Ah, Alors non, j'ai un autre nom, je m'appelle Coco dans la série, mais je suis en drague. Je joue une drag queen dans un club dans les égouts, enfin, dans l'Apocalypse, tu vois, à Paris. Pendant combien de temps? J'ai fait 2 saisons. Ah, quand même! Bah, on me voit très peu, j'ai genre un épisode par saison, Ah, mais c'est rigolo, hein. mais je suis dedans, tu vois. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on pense à moi pour ça? Ah, mais Norman Reedus, qui joue Daryl Dixon, le héros, enfin, une star mondiale. Ah, vu. Il est fan de Drag Race, il est fan de toi, il a demandé au scénariste de t'écrire un rôle. Ouais, ça va très vite. Mais quand je te dis que tout était comme ça, c'est tout était comme ça. Je me retrouve à faire un concert hommage à Mylène Farmer avec toutes mes idoles, avec Juliette Armanet, avec toute la chanson française était là. Je n'ai fait que des trucs comme ça. J'étais invité dans toutes les émissions. J'ai fait des choses de dingue. Je me suis retrouvé dans un jury à Cannes. Enfin, je sais que j'ai aussi mérité ce qui m'arrive, tu vois, c'est pas juste parce que l'émission a du succès. Pas volé, oui. Je pense que j'ai travaillé très dur et que j'ai montré aussi que j'avais des choses à dire et qu'artistiquement ce que je proposais était intéressant, mais ça a été vertigineux. 3 mois, 4 mois après la sortie de Drag Race, j'étais en chronique toutes les semaines sur Quotidien. Tout est allé très 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 vite. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Enfin, mon destin était un peu tracé pour moi. Alors après, j'ai pris conscience que ça n'allait pas durer et qu'il fallait que je fasse des choix intelligents. Tu voyais plus tes amis, tu sortais plus, tu pouvais plus aller acheter du beurre au Monop. Si, je pouvais faire mes courses quand même, mais et puis je pouvais sortir dans la rue, Dieu merci, mais t'avais plus de temps pour toi, quoi. J'avais plus de temps pour Hugo, ouais. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, si tu prends pas soin de Hugo, Oui. Paloma, elle va s'écrouler. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même un personnage, voilà. Et j'ai commencé un petit peu à arrêter de faire notamment des performances en club. J'ai jamais aimé ça. C'est vraiment aller à 2h du matin faire un lip sync en boîte de nuit, c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. J'aime pas le milieu de la nuit, je suis pas à l'aise dedans. Et quand on est drag queen, on s'attend à ce que ce soit ton métier. Oui. Et moi, mon métier, c'est pas ça. Je l'ai compris. J'ai fini par le comprendre. Et j'ai mis du temps à dire, ok, je fais pas ce gig. Enfin, nous on dit gig dans le milieu. English. Voilà. Je ne fais pas ce gig extrêmement bien payé à Marseille parce que j'ai pas envie. Pas moi, quoi. Je vais me fatiguer alors que j'ai déjà une vie de malade. Alors je continue d'en faire un peu de temps en temps parce que maintenant que j'en fais moins, j'y ai repris goût. Mais d'avoir plus de temps pour me consacrer à des choses vraiment importantes comme écrire, comme jouer et mon podcast, faire des choses qui sont... où j'installe quelque chose de plus pérenne. Une marque. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit ça et ça m'a fait extrêmement plaisir. Un fan m'a dit, je pense que tu réalises pas à quel point tu as créé quelque chose en dehors de Drag Race. T'es en train de créer un nouveau... C'est bizarre de le dire en parlant de moi, mais c'est ce que la personne a dit. Il m'a dit, t'es en train de créer quelque chose pour le drag qui n'existait pas avant. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer mon spectacle Paloma au pluriel il y a 1 an et demi maintenant, je pensais pas qu'il y aurait un public pour ça. Je pensais que les gens voulaient voir des drag queens faire du lip sync en boîte de nuit, mais que tout d'un coup de prendre la parole, ça allait pas intéresser les gens. Parce qu'aussi, quand je me retrouvais sur des plateaux télé, on me demandait d'être un peu la potiche, tu vois. On a fait venir la drag queen, on veut qu'elle soit belle, mais on va pas lui donner un micro. Et il y a un moment, ça m'a agacé. Je me suis dit, punaise, on est plus à l'époque d'Ardisson au bain-douche où il y a une meuf avec les seins nus derrière. J'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, quoi. Enfin, pardon. Je pense que j'ai des choses à dire et pas des choses idiotes.
Donc, je me suis écrit mon spectacle et ça a été un carton. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, les gens... C'est complet ? Mais ça n'a jamais... Il n'y a jamais eu de question par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a lancé ce spectacle, toutes les salles ont été pleines. Sans faire particulièrement de promo, outre mesure pour le spectacle. Le pire, c'est que j'ai pas eu tant de promo que ça parce que, oui, j'ai eu les médias qui me soutenaient depuis le début. Si tu veux, il y a des médias qui sont là depuis le début et qui ont été fidèles, mais il y a eu quand même un petit snobisme, tu vois, à l'égard du spectacle et ça s'est rempli tout seul. C'est fou. Enfin, il y a une espèce de bouche à oreille énorme autour du truc et je suis passé de salles de 300 places à des salles de 1000, 2000 places. C'est quoi le plus gros que t'as fait ? 2000, je crois. C'est énorme quand même. Oui, bah, c'est énorme, oui. Tu vois, c'est énorme pour un spectacle d'humour. Enfin, j'ai quand même fait 2 fois les Folies Bergères sur une première tournée. T'as plus peur devant 2000 ou devant 400 ? Devant 400. J'ai pas peur sur scène. T'as pas peur, t'es là, t'es à ta place, t'es bien. Ouais. J'ai peur quand je dois danser, faire une chorégraphie, faire un truc comme ça, là j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai pas confiance en mon instrument. Tu vois, je me dis pas, mes jambes vont me lâcher. Je me dis mes jambes vont me lâcher. Quand je dois jouer, 2 minutes avant, je suis stressé, je monte sur scène, je vois pas le spectacle passer. C'est une espèce d'euphorie qui dure 1h40. Et ouais, je suis vraiment à mon endroit dans ce spectacle. Et de le faire et d'être sur scène tous les jours quasiment tous les jours pendant toute cette tournée, j'ai compris que j'avais pas besoin de m'épuiser à faire des milliards de trucs qui ne sont pas ce que je veux réellement faire, qu'il y a des queens qui le font mieux que moi, que c'est pas une compétition entre nous. Je pense que ça a été aussi vachement stressant pour moi à l'arrivée de la saison 2. Je me suis dit, merde. On va m'oublier. On va m'oublier. Il y en a qui sont super et qui peut-être me ressemblent un peu. Est-ce que ça va pas être... T'as regardé évidemment ? Oui, j'ai regardé, j'ai même participé. Enfin, j'ai gagné la saison 1, donc on m'implique toujours dans Drag Race et j'ai pas du tout envie de m'éloigner de Drag Race. Je les adore. Mais je me suis dit, merde, on est en France, c'est quand même un petit pays. Est-ce qu'on va pas être trop au bout d'un moment, tu vois ? Et en fait, de jouer ce spectacle m'a permis de me rendre compte que ce que je fais, personne d'autre le fait. Moi, je sais pas faire ce que c'est faire Keyona, je sais pas faire ce que c'est faire le Philippe. On fait des choses très très différentes. Et on doit être soror, on doit se soutenir parce qu'on est déjà dans un contexte politique où on n'est pas les bienvenus. Si en plus entre nous on se tire dans les pattes, ça va mal se passer. Et moi, j'espère qu'il y aura des drag queens partout. Tant que moi je peux en être, tout va bien. Et pour l'instant, tout se passe très bien. Et tu as écrit une BD ? Tu as coécrit une BD ? C'est le texte du spectacle. Ouais. Alors, je sais même pas si on peut le lire en ce podcast. On va se faire complètement bannir. En podcast, on peut. Alors attends, j'ai vu le mot sodomie tout à l'heure. C'est Fanny qui l'a dit. J'adore la sodomie. Voilà. Enfin, on est sur un truc un peu trash. Ah oui. Alors là, bon, ça c'est mignon. Là, non, bah, bref, donc en gros, en fait, c'est très... Ça va un peu dans tous les sens. Ah oui, oui. J'ai du mal à expliquer ce spectacle parce que c'est... les gens qui ne me connaissent pas ou qui ont des attentes sont toujours très surpris. Je pense que les gens s'attendent à un spectacle de drague classique, tu vois, avec des lip-sync, voilà. Ou alors, si je fais de la comédie, à une forme d'humour un peu classique. Oui. Pas du tout. Moi, j'adore l'humour noir, j'aime l'humour assez trash, j'aime que ce soit Paula Gratter. En fait, j'adore jouer des personnages problématiques. Oui, bah là, tu vois, et c'est ça en fait qui m'amuse parce que je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce que je fasse des personnages queer, bien woke, et que je vienne semer la bonne parole. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire de l'humour sur des choses positives. J'ai pas envie de faire de l'humour sur des personnages bien pensants. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer justement toutes les facettes et pas forcément les bonnes de notre société. Et moi, je suis très nostalgique de certains humoristes, de Likaku, de gens comme ça qui aimaient faire des personnages et qui faisaient des personnages qui étaient trash. J'adore Valérie Lemercier, j'adore Alex Lutz, j'adore Muriel Robin. En fait, j'aime je suis pas un stand-upper du tout, je raconte pas ma vie, mais jouer des personnages, ça m'excite. Et jouer des femmes qui sont complexes, qui ne sont pas des saintes, qui ont des failles, qui ont des défauts, qui peuvent être méchantes, qui peuvent être racistes, qui peuvent être homophobes, qui peuvent être grossophobes, mais en même temps qui sont complexes. Ça m'intéresse parce qu'on les connaît toutes, ces femmes-là. Je pense qu'on les a toutes croisées. Moi, je les ai croisées. Et en fait, je trouve qu'on fait plus réfléchir les gens en montrant parfois l'horreur
de notre société plutôt qu'en étalant De la pommade. et en étant dans un humour facile. Ça se vend bien, cette BD ? C'est un carton plein depuis. C'est depuis pas la vrai. sortie. Non, mais c'est Sorti quand ? hallucinant. C'est sorti le 10 octobre et on a été en rupture de stock au bout d'une semaine. Tirage à combien ? On était numéro 1 des ventes en bande dessinée. Là, on est à plus de 10 000, ce qui est beaucoup pour une bande Énorme dessinée. pour 3 semaines, quoi. Ouais, c'est énorme. C'est Oh là là. Il va y avoir un Paloma 2 ? Bah oui, alors je dois quand même rendre à César ce qui est à César. C'est Hugo Michalet, le dessinateur qui a travaillé Super dessus pendant dessin, 4 mois. hein. Il est génial. Ouais. Et je voulais justement un style de dessin différent par personnage, que ce soit pas redondant. Donc il y a une... Et puis il y a plein de clins d'œil, tu vois. Moi je pars du principe que le drag, c'est quand même... Bref. Oui, mais le drag c'est de la BD en fait pour moi. Je me suis jamais dit je vais être une femme en drag. Non, je suis un dessin de femme, je suis un cartoon. Donc quand on m'a proposé d'écrire les textes du spectacle pour les éditer, j'ai dit bah non, on va faire une BD, c'est quand même plus drôle. Et ça me permettait justement de montrer tout ce qu'on ne voit pas dans le spectacle, c'est-à-dire les personnages secondaires, et d'aller dans une esthétique un peu Tintin parfois, un peu Corto Maltese, un peu... Enfin voilà, de changer d'esthétique. Et oui, je l'annonce, il y aura un deuxième spectacle et une deuxième BD. Ouais. Est-ce que tu es heureux, Hugo ? Très heureux. Je suis très, très optimiste pour l'avenir. Est-ce que tu suces les têtes des crevettes ? Alors, je suce les têtes de crevettes et je mange la carapace des crevettes. Hugo, je t'aime. Bah oui. Moi aussi, Pénélope. Est-ce que tu veux que cet épisode ne sorte jamais ? Ouais. Enfin, est-ce que tu préfères qu'il ne sorte jamais ou qu'il sorte mais que personne jamais l'écoute ? Bah écoute, je préfère que personne ne l'écoute. Mais c'est pas possible parce que moi je vais l'écouter déjà. Parce que Non, on se dit que non, c'est pas personne, possible. moi-même je vais pas l'écouter. Non. Soit il sort pas, soit il sort, mais de toute façon personne n'écoute. Bah je préfère qu'il sorte. C'est très bizarre ta question. Ouais. Parce que s'il sort pas, quelqu'un peut l'écouter quand même. Non. Donc dans tous les cas, personne ne l'écoute. Non. Donc soit il reste dans les cartons, Bah on va le sortir. sur la carte SD, quoi. On va le sortir sur un malentendu, ça peut changer. Merci, Hugo. Je t'en prie. Merci Pénélope. Très bavard. C'est super, c'est trop intéressant, c'est trop bien.